Si vous aimez L'attaque des titans, les gravures de Gustave Doré et les consanguins, il y a une BD qui devrait vous plaire, Les Ogres Dieux. Une série en 4 tomes mise en scène par Bertrand Gatignol et scénarisée par Hubert, et publiée de 2014 à 2020. Pour vous en parler correctement, il faudra que je vous divulgâche un peu. Juste ce qu'il faut pour que vous ayez envie de la lire/relire. Bref, soyez prévenus. La série se déroule dans un univers médiéval fantastique, dominé par les ogres dieux, des géants déifiés pour leur taille et craints pour leur anthropophagie. Ils vivent dans un gigantesque château qui surplombe les faubourgs, peuplés par les humains, pour bien rappeler qu'ils règnent sur la chaîne alimentaire. Dans l'idée, c'est un peu comme la cité de Zalem dans Gunm. Seules deux catégories d'humains est amenées à rencontrer les géants. Ceux de basse extraction sociale, parqués et engraissés dans la ferme, pour les nourrir. Et ceux chargés d'assurer leur train de vie et d'administrer le royaume. Ils ne sont pas nécessairement mieux lotis car leur vie dépend de l'humeur des géants, et celle de leur roi en particulier. Si les ogres-dieux sont tous des nobles issus d'une même famille, les humains, eux, se subdivisent en différentes classes, dont une oligarchie rassemblée autour de 5 familles qui ont fondé le royaume avec le premier des ogres-dieux. Ces familles, appelées les nobles-nés, se disputent le prestigieux rôle de chambellan. Au moment où débute le récit, le chambellan est celui qui détient véritablement le pouvoir. Le roi des géants, Gabal, ne fait qu'apposer sa signature sur les textes de loi. Cela fait bien longtemps qu'il se désintéresse des affaires courantes. Sa cruauté n'a d'égal que sa fainéantise. La seule chose qui le préoccupe est le lent déclin que connaît sa lignée. Comme j'ai pu le dire plus tôt, les ogres-dieux appartiennent à la même famille et n'ont d'enfants qu'entre eux. Si pendant un temps de la fondation du royaume à leur apogée, chaque génération était plus grande et vivait plus longtemps que la précédente, la tendance est inversée. Et dorénavant, chaque génération est plus petite, plus bête et vit moins longtemps que la précédente. À l'origine, la série est pensée comme un one-shot et le premier tome devait se suffire à lui-même. Mais devant tout ce qui restait à raconter, Hubert et Bertrand Gatignol ont choisi de porter la série à 4 tomes de plus d'une centaine de pages chacun, entrecoupés à chaque fin de séquence de texte, nous en révélant plus sur l'univers, narré à la manière d'un conte. On a d'abord pensé à un premier album en one-shot et on s'est dit tiens on pourrait compléter cet univers-là mais on s'est interdit de faire une vraie série. Chaque livre sera un portrait d'un personnage à un moment donné de sa vie. Donc des moments clés pour qu'on ait toujours quelque chose d'intéressant à raconter. Parce qu'on ne voulait pas rentrer dans... Moi, je suis lecteur, comme tous les auteurs d'ailleurs, grand lecteur en l'occurrence de manga, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, moi en tant que lecteur, j'en ai marre d'être pris en otage par ça m'a plu, et donc j'achète. Et encore plus, je trouve qu'en France, vu qu'on a un rythme de production qui est très lent, faire attendre les gens à chaque fois 1 an et demi juste pour rajouter une petite brique sans précision sur le nombre de volumes qu'il y aura, c'est un truc que je trouve un peu malhonnête. Le premier tome, au titre éponyme, raconte l'histoire du dernier né chez les ogres-dieux, Petit. Comme son nom l'indique, il est minuscule comparé au reste de sa famille, déjà déclinante. Son père, le roi Gabal, ne peut supporter l'idée d'avoir un fils aussi petit et veut le faire disparaître à tout prix. Alors que sa mère, Hermione, voit en lui le seul capable de renouveler le sang de leur famille, puisque sa taille lui permettra d'avoir des enfants avec des humains. Elle le confie à sa tante Desdée pour qu'il soit élevé loin du cadre familial qui les a menés à leur dégénérescence. Une chose qui le distingue également, c'est qu'il se refuse à l'anthropophagie. Dans ce tome, on voit à la fois l'éducation de Petit, le poids de son héritage familial, et l'on en apprend plus sur les ogres-dieux, avec les portraits des différents souverains, du fondateur de la lignée au réformateur, en passant par ses fossoyeurs. Le deuxième tome, sur fond de complot politique Game of Thronesque, se concentre sur le rôle des chambellans et comment cette fonction subalterne est devenue centrale à mesure que la lignée des ogres-dieux a décliné. Le protagoniste principal y est Yori Draken, le fils bâtard d'un noble, traité tel un paria. Motivé par une soif de vengeance et par l'attrait pour le pouvoir, il gravira tous les échelons. Il est à mi-chemin entre Bel-Ami de Maupassant et Griffiths de Berserk, passant de paria à courtisan, de courtisan à conseil du chambellan et de conseil du chambellan à conseiller Pôle emploi. Non, je rigole, chambellan. Petit n'apparaît dans ce tome que très succinctement. Il ne sera qu'un pion parmi tant d'autres, servant à fortifier le pouvoir du dit chambellan et lui permettre d'éliminer tous ses concurrents, nobles nés et ogres-dieux compris. En termes de chronologie, ce troisième tome fait directement suite à la fin du tome 1. Il ne sera plus question ou presque des ogres-dieux, puisqu'ils ont tous péri. On retrouve Petit en pleine fuite, il ne veut plus rien avoir à faire avec le royaume. Dans le même temps, le chambellan a lancé des soldats à ses trousses pour le capturer, afin de pérenniser son pouvoir. Les rebondissements vont être nombreux, le périple intense, et il va nous permettre de savoir ce qui se trouve au-delà du château et de ses faubourgs. Façon voyage du héros. La galerie des personnages continue à être étoffée avec notamment l'ours et sa bande de niveleurs, qui s'opposent au chambellan. Il fera office de mentor pour Petit et l'aidera autant qu'il le pourra dans sa fuite. Sur une tier list des personnages des ogres-dieux, il se classe en S tier, tant son histoire est intéressante, et notamment ses liens avec Sol, l'antagoniste principal du tome, au point de parfois éclipser celle de Petit. Le quatrième et dernier tome termine d'approfondir l'univers des ogres-dieux. Comme le tome 2, il fait un grand bond dans le passé et met en scène le fondateur de la lignée des ogres-dieux, qui ressemble beaucoup à Rasputin, et surtout Bragante, son premier enfant, qui s'émancipe en devenant une érudite, même si cela crée des fictions avec son père et ses préconçus. On reverra également la mère de Petit avant qu'elle ne devienne reine. Le rapport au monde, au pouvoir et l'émancipation par la culture sont les thèmes clés de cet ultime tome. Niveau narration, c'est parfois à se demander si la saga n'a pas été pensée pour avoir plusieurs ordres de lecture en fonction des préférences des lecteurs, vu à quel point sont éparpillées les informations.
Plutôt que de lire les tomes dans l'ordre 1, 2, 3, 4, on pourrait imaginer le lire dans l'ordre 4, 2, 1, 3 pour les passionnés de lore, et 1, 3, 2, 4 pour ceux qui veulent éviter d'avoir les flashbacks trop tôt dans la lecture et se concentrer sur l'action présente. Bref, je pense que c'est ce que j'essaierai de faire la prochaine fois. Graphiquement, on a affaire à un sacré hybride. Les géants semblent tout droit sortis d'une gravure de Gustave Doré avec leur visage déformé, voire grotesque. Chaque trait contribue à les rendre plus effrayants les uns que les autres, en opposition avec les humains, dont les visages, les expressions faciales, les postures sont dans un registre manga/animé. Et pour cause. Bertrand Gatignol est un grand lecteur de manga et est issu du monde de l'animation. Il a notamment travaillé sur ce dessin animé Iron Man qui parlera peut-être aux 2000. Mais ce qui me marque le plus dans cette BD, c'est le jeu d'échelle. D'abord entre les hommes et les ogres, pour montrer leur infériorité et leur vulnérabilité. Puis entre les ogres et l'architecture gothique et démesurée. L'architecture exprime la décadence et la fin de règne ou la fin de dynastie crépusculaire de cette lignée. De plus, on exprime tout ça par les tailles des ogres, donc l'architecture a un rôle important parce que c'est ça qui donne l'échelle. En réalité, dans le tome 2, il y a beaucoup plus de travail d'architecture, infiniment plus que sur le premier, parce que on est dans le monde du pouvoir et les décors doivent incarner cette atmosphère et cette ambiance surchargée. Dans le tome 2, le travail de la perspective est moins impressionnant et moins important, parce qu'on a des perspectives qui sont plus écrasées. Par contre, le travail de détail et de finition est bien plus important et supérieur dans le tome 2 que dans le tome 1. Mais parce que c'est un personnage central, c'est-à-dire que l'univers joue un rôle qui est le cadre, c'est le personnage caché dans toutes les scènes. Le choix du noir et blanc, lui non plus, n'est pas anodin. Il fait ressentir à quel point cet univers est sombre, pesant et sans pitié. Contrasté ça et là par des moments plus lumineux où le blanc de la page n'est pas totalement recouvert. Un autre choix qui fait l'originalité de cette série, c'est que toutes les vingtaines de pages sont entrecoupées d'un texte soigneusement mis en page, avec illustrations et lettrines pour nous en dire plus sur l'univers, par le portrait de tel ou tel personnage. Si au début de la lecture c'est un peu pénible car ça procure la même sensation qu'une coupure pub, la qualité d'écriture et le rythme font que l'on s'y habitue vite. D'autant que le scénario de Hubert est suffisamment bien ficelé pour que l'on comprenne sans s'y attarder. Une autre chose particulièrement marquante est le choix d'une rupture de style dans le tome 3, qui dans l'idée rappelle celle de Blast de Manu Larsenet quand le héros rentre dans un état second. C'est toute cette séquence où le personnage est drogué et on voit que tu te sers par exemple de cases en forme d'équerre ou de triangle et tu as carrément même un changement graphique d'un personnage. Est-ce que peux-tu nous expliquer pourquoi tu as fait ces choix-là? Initialement, je découpe en 3 bandes avec des cases qui sont jamais ouvertes et jamais explosées. Alors c'est un petit peu rigoureux et c'est un petit peu, on va dire, rigide sur certains aspects. Mais l'avantage de ça, c'est que quand j'ai besoin d'exprimer quelque chose et de casser la machine, je peux le faire. Je peux casser ces codes-là, ce qui fait qu'on comprend qu'il y a un dérèglement dans l'orthonormage de l'univers que je propose. Pour ces cases-là en particulier, je change en plus de graphisme pour dire vraiment on est parti autre part. C'est-à-dire vraiment on a cassé les codes. C'est vraiment pour des problématiques fonctionnelles de narration et pas réellement graphiques. Il fallait que je parte dans un truc où j'explosais. Et c'est pour ça que les images qui me sortaient de la tête, c'était des images de noir, des images de blanc, des explosions, des changements de style, pour exprimer cette folie et en tout cas ce dérèglement qui se passe à l'intérieur du personnage. Parmi les planches qui ont retenu mon attention, il y a celle-ci dans le tome 1, qui nous montre Petit renoncer à quitter le château des Ogres-Dieux. Dans la première page, il fait face au monde, avant de prendre sa décision. La suivante nous le montre qui retourne sur ses pas. D'abord par un panel en largeur, avec l'horizon menaçant dont on ne distingue que des roches pointues et hérissées. La case suivante s'attarde sur le chemin sinueux que Petit va devoir réemprunter. On le voit ensuite de dos, l'air abattu. On nous rappelle ensuite par un jeu d'échelle qu'il n'est qu'un grain de sable dans l'univers. Il se dirige vers un vitrail brisé. Arrivé à son niveau, son visage se porte vers le bas et se fige. La contre-plongée et le zoom maintiennent le suspense en ne nous montrant pas la raison. Bertrand Gatignol a fait en sorte que l'on ne voit pas les yeux du héros pendant toute la séquence, un peu à la manière de Vives. Toujours dans le même tome, j'ai beaucoup apprécié cette double page où le roi Gabal confronte Nibi, une cousine de Petit. Il a eu vent d'un complot et la dévisage tout en se rapprochant par un jeu d'ombre. Sa tête d'un côté, sa main de l'autre ne lui laisse aucune issue possible. Au fur et à mesure, elle se décompose. La dernière case insiste sur la différence de taille puisqu'on ne voit pas le sol. Le geste est si soudain qu'un soulier termine de tomber. Sur la page suivante, qui me fait beaucoup rire, le dessinateur a continué ce jeu d'échelle. L'attention est portée sur les bouches, avec Gabal qui étouffe avec son seul pouce Nibi. Elle se retrouve la gueule déformée et lui a un sourire narquois. Dans le tome 2, qui est celui des complots politiques, Yori Draken doit faire ses preuves en éliminant un opposant. Cette page est construite autour de la case centrale, celle de l'ouverture d'un coffret contenant une tête. La première case, contextuelle, situe l'action. La suivante annonce la venue de Yori et introduit le coffret. Ensuite vient un échange avec le chambellan d'alors. Les 2 cases latérales, réparties de chaque côté, sont plus petites, pour attirer le regard vers la case centrale de la page. La seule où l'on verra la tête. Et quand Yori s'éclipse, son coffret demeure sur le bureau en guise de rappel. Tandis que le chambellan d'alors, étonné, reprend un air de conspirateur. Comme vous avez pu le remarquer, les albums en eux-mêmes sont de très beaux objets, avec les titres en dorure sur couverture cartonnée épaisse, ce qui décore super bien une étagère de bibliothèque. À l'intérieur, il y a de magnifiques pages de garde, tout en motif, réalisées par les Kerascoët. D'ailleurs, ils avaient eux-mêmes travaillé avec Hubert sur la BD Beauté, qui est vraiment un banger, comme disent les jeunes.
Cependant, la qualité a un prix et chaque album coûte un rein. En fait, ça donne l'impression que la BD francophone tend à devenir de plus en plus un produit de luxe, à tirage limité, là où le manga demeure bien plus abordable. On va peut-être rappeler, en fait, le manga, il est encore dans un modèle qui pourrait ressembler un peu à la presse, une des dernières survivances de ce qu'a été très longtemps la bande dessinée, puisque dans notre imaginaire, la bande dessinée, c'est un album. Or, jusque dans les années, au début des années 80, c'est surtout des revues, des magazines, de Pif, Mickey, ou Strange pour ceux qui lisent du comics, et on parle de millions de lecteurs toutes les semaines. Le cumul de l'ensemble des ventes est colossal. La bande dessinée n'a jamais autant lu que dans les années 50, 60, 70. En termes de lecteurs, c'est énorme. Et l'album, et le nom est très clair, hein, l'album, c'est comme un album de photos. On rassemble, sous une couverture rigide, les épisodes parus dans le magazine. Donc en fait, ce qui est aujourd'hui le cœur de marché, qui est l'album, est en fait au départ le produit de luxe, compilation de luxe, des trucs qu'ont préféré les lecteurs et qui veulent acheter pour conserver dans leur bibliothèque. Et en fait, on voit que c'est une gentrification, parce qu'en fait, on passe d'un support pas cher qui était la presse, et le marché a basculé dans les années 80, de plus en plus, jusqu'à la disparition de quasiment tous les journaux, vers la librairie, à quitter le kiosque, tant mieux parce qu'il y a quasiment plus de kiosque, hein, mais à quitter le kiosque pour la librairie. Et en fait, le manga, au Japon, est encore souvent dans ce modèle de presse, même si c'est un marché à lui tout seul maintenant. Et on voit, en fait, en France, on se retrouve avec la dernière bande dessinée qui joue un peu ce jeu de la presse, pas cher, peu de parution important, et le nombre de lecteurs qui vont avec. Bref, si vous avez envie de vous faire plaisir avec une bonne BD, Les Ogres Dieux valent le coup d'être lus/relus. Et pour les 3 personnes qui m'écoutent encore, je vous épargne le blabla sur Instagram, Tipeee, Patreon, car même moi ça me saoule d'en parler. Merci d'avoir visionnagé. C'est les artistes, ça, j'adore.